personne est née avec la musique, quelle sera la prochaine évolution, ou est-ce qu'il y aura une évolution fantastique? Vous savez, le Brésil, justement, à cause de la grande transformation qui arrive maintenant au pays, ça veut dire dans l'année 2000, nous serons un pays des mulâtres. C'est-à-dire, on a eu au début du siècle l'intention de blanchir les pays. Ça veut dire comme un procédé que certains pays ont subi en Amérique latine. Ça veut dire on écarte les Indiens, on ne laisse que la race blanche dominer les pays. Ici, il avait cette tendance au début du siècle. Vers les années 50, on a découvert qu'on n'était pas si blanc que ça, et que quand même les Noirs, ils apportaient énormément de choses pour notre culture, et pas seulement sur le plan musical, mais dans le plan de la culinaire, des habits, des façons de s'habiller, dans les mœurs, tout ça, c'était très très important, décisif. Même. Cette année, on fête au Brésil les centenaires de l'abolition de l'esclavature. Or, en même temps, je crois qu'on peut fêter aussi cette richesse que la race noire a apportée pour le Brésil. Et on peut la peser justement dans la musique. Dans la musique, c'est où on sent davantage, parce que les Noirs, ils ont la grâce du corps et de l'expression corporelle. Ça, ensemble avec la chanson et avec ses côtés rythmiques. Or, ça a toujours fasciné les Portugais. Donc la mélange raciale qui a commencé déjà dans les endroits qu'on appelait les Senzala. C'était les endroits des esclaves, où les propriétaires des terriens se mélangeaient avec les filles et qui formaient des familles parallèles. Or, aujourd'hui, il y a des forces culturelles au Brésil qui peuvent être mesurées par la parution justement du poids économique du mulâtre. Prenons un exemple. Il a une forme de samba ici, nous appelons les pagodes. Le pagode est devenu maintenant une force commerciale. Il y a des disques qui se vendent à 1 million et demi de disques. Il a beaucoup de chiffres d'affaires, des petites réunions de fonds de jardin qui deviennent des bistrots avec des pagodeiros. Or, c'est cette force qui est toujours très active au Brésil. Elle se transforme, les gens ont tendance souvent à croire « Ah, le samba a disparu » et puis le samba il revient d'une nouvelle façon, les rock'n'roll vont envahir le Brésil, mais tout d'un coup les rock'n'roll effectivement envahissent le Brésil à force de l'argent, mais par contre il est assimilé justement par les musiciens brésiliens, il est renvoyé avec d'autres formes, il est exporté. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que cette forme de culture au Brésil, elle a une vitalité fantastique. Elle a une vitalité pour au moins, je ne sais pas, les 3-4 générations facilement. Vous avez parlé de musique pagode. Quelle est un peu l'origine de la musique pagode? Est-ce qu'elle vient de la samba, ou est-ce qu'elle vient justement, c'est un peu une musique que quelques musiciens viennent et font de la musique, disons, peut-être nous on appellerait ça de la musique free. Dans quelle direction pensez-vous que cette musique pagode est l'origine, et comment est-ce qu'elle va suivre son chemin? Les pagodes, remarquez, je ne suis pas un spécialiste, mais les pagodes, il me semble que c'est on reprend les origines du samba, ça veut dire très proche déjà des origines, même, je ne dirais pas d'Afrique, mais de l'ancien samba de Rio de Janeiro. Et puis, la réunion aussi des musiciens, elle est devenue un pagode. C'est une forme de musique qui est très proche du samba, c'est une façon de jouer le samba, et c'est une réunion. Le même phénomène est arrivé avec les choros. Les choros au début du siècle, c'était des musiciens qui se réunissaient. Et puis en faisant cette musique syncopée, qui a assimilé la musique européenne à la musique africaine, cette réunion a donné pas seulement naissance à une forme de musique, c'est les choros, mais aussi à une façon de jouer. L'ensemble de ces réunions, ça s'appelle les choros. Est-ce que le sens justement de parler que Villa-Lobos s'intéressait aussi à la musique pagode? Non,
Pas la musique pagode, Ah, oui, un la choros. Il était d'ailleurs lui-même un choron, un joueur de choros. Il jouait très bien, il s'accompagnait très bien. Et puis, il a composé entre 1908 et 1924 une suite qui s'appelle Suite populaire brésilienne. Il a baptisé les mouvements, qui sont les mouvements européens finalement, avec des noms composés, où la parole choros, elle entrait toujours. Alors, vous avez les chotis, choros, vous avez la mazurka, choros, la valse, choros, la gavotte, choros, et finalement les chorinhos. Alors, c'est là qu'on remarque cette origine européenne. Et quels sont les instruments que les choros, ou les choros utilisaient surtout au début du siècle? Les choros utilisaient surtout, vous aviez des instruments solistes qui étaient préférés, surtout la flûte, elle faisait le solo, la guitare accompagnée, et puis de temps en temps la guitare, les cavaquinhos, c'est le petit ukulélé, c'est comme un ukulélé, c'est pas un ukulélé tout à fait. Les bandolines, c'était comme la mandoline. Les bandolines, on faisait souvent des solos avec on jouait des petites sections rythmiques, les pandeiros, et puis des instruments légers pour accompagner. Souvent, on se servait des boîtes d'allumettes pour rythmer l'accompagnement. Et plus tard, les saxophones aussi apparaissent, la clarinette, elle apparaît aussi dans les rôles. Ce sont les instruments les plus populaires pour jouer les choros. Est-ce que ces groupes de choros étaient-ils limités sur le point de vue quantité de musiciens, ou est-ce que les choros pouvaient jouer aussi bien 10 musiciens que 30 musiciens? Non, en général, c'était des petits ensembles de musique de chambre. C'est-à-dire, vous pouviez ajouter des musiciens, mais ça ne dépassait jamais environ 6, 7, 8 musiciens. Plus que ça devenait un peu un orchestre. Mais c'est des petites réunions, surtout de musiciens. Pas beaucoup de musiciens qui jouaient en même temps. Est-ce que vous pensez que la musique brésilienne actuelle, classique, est-elle un bon export pour l'Europe? Si on considère que le Brésil, c'est un pays très jeune, donc que nous n'avons pas assez d'orchestres d'abord, que nos compagnies des disques, elles n'ont pas, disons, un niveau commercial intéressant pour le côté classique de la musique. Tout ce que nous consommons en général, soit c'est des musiques importées, ou la musique enregistrée avec des efforts que je peux classifier comme héroïques. Mais il y a pas mal de compositeurs brésiliens qui se font représenter dehors du pays, qui sont joués dehors du pays, aussi par un effort individuel, comme Villa-Lobos dans l'État. Mais seulement l'acceptation universelle de Villa-Lobos, je trouve déjà qu'elle ouvre pas mal de portes pour les compositeurs de la nouvelle génération brésilienne. Alors, Villa-Lobos, c'est, disons, une fondation qui soutient, disons, des compositeurs brésiliens à jouer de la musique ici au Brésil et aussi à s'exporter vers l'extérieur. Ouais. Et, disons, Villa-Lobos, c'est une fondation entièrement privée, ou est-ce qu'il y a un soutien éventuel du ministère de la Culture Non, elle appartient au ministère de la Culture. C'est-à-dire le musée Villa-Lobos, il fait partie d'une fondation qui s'appelle Pro-Mémoire, et qui justement protège les musées brésiliens. Mais nous avons l'appui de l'initiative privée. Récemment, au Brésil, toutes les affaires de culture, on a une nouvelle loi qui s'appelle la loi Sarney, qui bénéficie ceux qui font une donation pour la culture. C'est-à-dire ceux qui font une donation pour la culture, ils payent moins d'impôts. Alors ça a stimulé les gens à investir dans la culture. C'est le cas du musée qui a été privilégié l'année dernière par un grand investissement qu'une banque a fait pour la commémoration du centenaire de Villa-Lobos. Alors on a pu organiser des concerts dans tous les pays. Quand est-ce que vous êtes devenu directeur de cette fondation et quelle est votre ligne que Villa-Lobos va suivre pour ces prochaines années?
Je suis directeur du musée Villa-Lobos depuis le 20 octobre 1985. Nous avons l'année dernière fêté justement le centenaire du compositeur. Et puis, maintenant, nous venons de créer une association des amis du musée Villa-Lobos, justement pour pouvoir soutenir mieux les activités du musée. Le musée a beaucoup d'activités en ville. C'est-à-dire que nous envoyons des jeunes musiciens aux écoles pour qu'ils fassent de la musique dans les écoles publiques, pour favoriser la population plus pauvre, moins favorisée de la ville de Rio de Janeiro. Mais nous invitons aussi les écoles à venir au musée. Alors les écoles fréquentent le musée, et quand elles viennent au musée, nous aussi, nous essayons d'engager des jeunes musiciens pour qu'ils fassent de la musique. À part ça, les musées ont un rôle très important dans la recherche, pas seulement de l'œuvre de Villa-Lobos, mais de la musique brésilienne, les origines de la musique. Nous avons des musicologues qui travaillent ici, à côté des muséologues et même des historiciens. Nous avons une bibliothèque, nous avons une conque acoustique où nous faisons des concerts chaque semaine pendant la saison, la pleine saison. Et c'est dans cette direction-là, surtout dans la direction pédagogique qui est dynamique, que le musée va prendre sa destinée. Ça veut dire qu'il va captiver un public jeune qui viendra avec les écoles, mais il ira aussi dans ces publics, là où ils se fréquentent, ça veut dire dans les écoles ou les universités. Disons, vous faites une sorte de workshop, dans certains sens. Vous faites des examens et vous donnez la possibilité à des jeunes étudiants d'avoir et de rentrer, disons, dans le professionnalisme de la musique. C'est ça. Ouais. Comment est la musique au Nord-Est? Est-ce que l'évolution de la musique du Nord-Est sur le point de vue classique? Il y a beaucoup, partout au Brésil maintenant, il y a beaucoup de nouveaux conservatoires. Ça veut dire, il y a quand même une population énorme qui arrive à l'âge de 15-16 ans. Comme vous savez, au Brésil, c'est la majorité déjà, c'est un pays très jeune. Et c'est arrivé à provoquer la parution des conservatoires, des professeurs de musique, un intérêt plus important vers l'étude de la musique. Alors ça, le nord-est du Brésil, c'est une région très musicale. Elle a beaucoup moins l'influence de la musique noire, mais elle a une influence très forte de la musique portugaise et la musique espagnole. Et la musique d'Amérique du Sud aussi. La musique du Nord-Est est un véhicule pour la complainte des jeunes de la région. C'est-à-dire qu'au Nord-Est, il y a environ une population de 30 millions d'habitants qui habitent une région aride et semi-aride. C'est une région où pendant 5 années, il pleut beaucoup, la région, on peut planter et cueillir, et puis tout d'un coup, vous avez cette sécheresse terrible qui arrive et qui reste aussi pendant 5 années. Alors ça provoque un chaos social fantastique, ça provoque une migration vers les suds, pour grossir les bidonvilles à Rio et à São Paulo, des gens désespérés qui viennent à la recherche du travail. Alors ces gens, la complainte de ces gens, elle se fait toujours et surtout à travers la musique. Et c'est pour ça que la musique du Nord-Est, en même temps qu'elle a un côté des fêtes, elle a un côté très triste. C'est-à-dire, c'est vraiment une plainte. Les gens relatent la sécheresse, relatent la difficulté de la vie, avec toujours une certaine influence religieuse. Est-ce que vous pouvez me citer quelques compositeurs du Nord-Est qui sont assez importants? Parmi les compositeurs populaires, il y en a 3 qui ont un poids énorme. C'est Luis Gonzaga, Jackson do Pandeiro, et déjà un peu proche de Rio, mais quand même reste un compositeur du Nord-Est, c'est Caymmi. Mais vous en avez beaucoup d'autres. Vous avez João Pernambuco, qui vient des Récifs.
C'était un compositeur très important pour la musique instrumentale. Et en réalité, vous avez des dizaines d'autres compositeurs. Je vous dis, ceux qui sont plus proches de moi, vous avez Sivuca, c'est un accordéoniste extraordinaire. Vous avez Dominguinhos, vous avez Geraldinho Azevedo, vous avez Elomar, vous avez Xangai, vous avez Vital Farias. Vous savez, les nombres de compositeurs, je pouvais vous citer, des compositeurs, c'est très vaste. Et la musique du Sud, comment est-ce qu'elle est sur le plan classique? Elle doit être très différente. Ou est-ce qu'elle touche plus notre région où nous nous trouvons maintenant? Non, là je vous ai nommé des compositeurs populaires. Hein. Oui, mais la musique du Sud... alors là, c'est pas possible de mentionner les gens. Vous avez tellement... Quelle direction musicale met-il rapport avec le Nord-Est? Oh, c'est plus cosmopolite. Même des compositeurs du Nord-Est comme Caetano Veloso, Gilberto Gil, qui arrivent à Rio, là, ils présentent déjà la musique d'une autre façon, avec bien sûr ses racines nord-estines du Nord-Est, mais avec une richesse instrumentale et des influences de la bossa nova, du jazz. C'est très cosmopolite déjà comme musicien. Mais la musique classique du sud du pays, souvent, elle a une influence plus forte européenne ou américaine de temps en temps. Il ne faut pas oublier que les jazz, c'est un poids quand même au Brésil. On sent ça à travers la bossa nova et des compositions, disons, instrumentales. Vous avez cette influence du jazz. Alors je vous remercie beaucoup de m'avoir donné votre temps pour me parler un peu de musique brésilienne et de vous-même.